J'en tombe de ma chaise. Non, mais en fait, non. C'est totalement faux. Je sens que ça va être très très bien cet épisode, parce que ça nous rassure un peu. Très bonne réponse, bravo. Merci. Vous avez gagné 10 points. Vraiment, alors là, c'est un bonus qui n'est pas du tout prévu dans mes questions. Comme d'habitude, je sais pas me tenir un script. C'est Julie et bienvenue sur le Boost Club. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, ce ne sera pas un monologue, mais du coup, j'invite aujourd'hui Alex, coach sportif. Salut Julie. Avec qui nous allons démonter. J'ai pas trouvé d'autres mots que démonter, je me suis dit que c'était bien. C'est ça, démystifier. Démystifier 10 idées reçues sur le sport et je pense que certaines vont nous surprendre. Alors en l'occurrence, c'est pas on va démystifier, c'est tu vas démystifier. Je crois qu'on l'a tous et toi tu pourras bien me guider aussi. Hein, moi j'espère. C'est toi le spécialiste. Spécialiste de quoi? Donc je te pose la question, qui es-tu? D'où viens-tu? Fais ta petite promo, ton parcours c'est gentil. Sportif. Là, je suis Alex, comme tu l'as dit, coach sportif au CST+. C'est un centre de sport et de rééducation à Vevey. Donc on fait de la physiothérapie, physiothérapie, coaching, massage, nutrition. Vevey, on est aussi à Crissier et à Villars, sur Olon. Très beau à Villars aussi. C'est gentil, t'as visité? Oui, j'ai juste pas fait Crissier encore. Parce qu'il faut savoir que je connais parce que je me suis fait soigner chez vous. Parce que je cherchais un endroit et en fait depuis, même si j'ai pas d'ordonnance de mon médecin du sport, je suis là, je vais aller me faire une petite séance de physio pour prendre soin de moi. Donc t'as bien fait. Très compétent. Ça fait plaisir. Et du coup, ça fait 10 ans, même passé maintenant, 15 ans que je suis dans le milieu du sport, du coaching, avec de l'expérience à l'étranger, dans des hôtels de luxe et ça fait maintenant 7 ans que je me suis mis à mon compte et enfin que j'ai rejoint la structure du CST+, dans le coaching principalement privé. On est spécialisé surtout pour la remise en forme, donc reprendre l'activité physique en bonne santé, durable, sans douleur, sans blessure. Tout ce qu'on aime. C'est très bien, comme ça tu se remettre au sport. Tu as dit, parfait, comme ça je vous fais déjà un teasing du deuxième épisode qu'on va faire, qui sera là-dessus, donc n'hésitez pas, regardez tout cet épisode déjà, et ensuite allez au prochain. Le but de cet épisode, c'est un format où je te dis 10 clichés, et tu me réponds oui, non, ou souvent je pense que c'est un petit peu nuancé. Ouais. C'est parti. Comment tu dis, disclaimer au début, c'est mon avis. Ouais. Donc vous avez le droit de pas être d'accord, tu as le droit de pas être d'accord. Ouais. Et du coup, je parle aussi d'expérience que j'ai eue avec mes clients et les collègues. Donc j'essaie d'être transparent par rapport à ça en tout cas. De toute façon, après, je crois que je le dis quasiment à chaque fois. Autant je m'obligeais à le dire, maintenant je le dis comme souvent, dans toutes mes vidéos, partout, il y a le disclaimer que, encore une fois, on n'est pas... déjà, on n'a pas tous la science exacte. Toute personne est différente, toute personne est unique. Si vous avez des choses à rectifier, écrivez-les aux commentaires, écrivez-nous. Et c'est aussi le but d'ouvrir la discussion et puis de débattre. Et le but du Boost Club, c'est de créer une communauté où on peut partager, prendre soin de soi. Donc, ça fait du sens. Cool. Donc, la première question... C'est quelque chose que j'ai beaucoup eu, je pense, ce cliché pendant longtemps, c'est il faut avoir mal pour que ça marche. Ce truc de no pain, no gain. No pain, no gain. On l'entend encore d'ailleurs. Oui. Je pense que c'est intéressant de savoir d'où ça vient avant de dire juste vrai, faux. Dans la progression, si on veut progresser pour le sport d'une manière générale, on doit créer une adaptation et on sort de la zone de confort par définition. Donc on a une sorte de gêne d'inconfort qui peut être aussi perçue comme de la douleur. Donc ça peut venir de là, de se dire il faut avoir mal pour progresser. Mais c'est pas de la douleur, et là où je veux insister, c'est il faut savoir différencier blessure, douleur, de juste inconfort ou challenge. Tu as un tips de comment tu pourrais, parce que j'avais eu souvent ça, où j'essaie d'expliquer à mes élèves, mais j'arrive juste à dire ça, en fait là, vous avez cette fois cette douleur de vous sentez que ça va péter, et un moment où juste c'est de l'inconfort. Comment est-ce que toi tu le ressens par exemple? Déjà, où est-ce que tu as mal? Tu as mal à un muscle, donc vraiment au centre entre deux articulations, ou tu as plutôt mal au niveau de l'articulation. Ça permet déjà de différencier si c'est musculaire ou pas. Ensuite, quel type de douleur tu as? Donc c'est plutôt la force. Tu peux demander sur une échelle de 1 à 10, tu as mal combien? Et du coup, si tu sais que c'est pas articulaire et qu'il a mal au niveau du muscle, t'as vraiment pas trop de limitations a priori, sauf s'il y a des déchirures, blessures ou autres. Et ensuite, si c'est articulaire, ça c'est plutôt physio, mais tu peux quand même tolérer une légère douleur pour autant que la douleur elle redescende après l'exercice et qu'elle augmente pas le lendemain aussi. Mais douleur, ça demande de l'expérience malgré tout. Donc ça c'est clair que tu dois t'entraîner, tu dois savoir
toi, avoir fait l'effort de justement être en douleur musculaire pour pouvoir te dire, ok, c'est normal, que ce soit pendant l'entraînement ou avec les courbatures, c'est lié justement à l'adaptation. Et tes limites, encore une fois, se connaître et faire... je pense que c'est ça, c'est des fois pas de juste suivre ce que les gens ils disent, mais aussi d'essayer de se connaître soi-même. Chacun est différent et surtout dans la progression, on doit aussi s'adapter justement à cette douleur-là. Douleur, donc je remets des guillemets, c'est plutôt à l'inconfort qu'on va traverser. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, toi, les premières fois que tu as fait du sport, tu n'as pas déjà envie de le faire trop fort, tu y vas progressivement, puis petit à petit, tu peux te dire, ok, c'est bon, là je suis capable d'aller et de me pousser, que ce soit dans des sports d'endurance ou du renforcement. Ok, très bonne réponse, bravo. Merci. Vous avez gagné 10 points. Ensuite, la 2, c'est faire des abdos fait perdre la graisse du ventre. Bon, désolée si je m'exprime mal dans ces clichés, j'ai essayé de faire des trucs courts. Mais voilà, les gens ils disent souvent, c'est souvent une gêne, et ils disent je vais faire full abdos. Je l'entends souvent aussi. J'ai trop de ventre, il faut que je travaille mon tronc ou mes abdos pour pouvoir perdre la graisse à ce niveau-là. Ça, c'est totalement faux. Donc ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. On ne peut pas utiliser localement une ressource en énergie de graisse pour faire travailler les muscles qui sont à ce niveau-là. Donc ça veut dire que c'est un système qui est vraiment totalement indépendant de la localité. Donc on utilise de l'énergie d'une manière générale dans le corps. Je pense que d'où ça vient, c'est plutôt, effectivement, si tu entraînes tes muscles abdominaux, pourtant ils ne sont pas très grands, tu peux avoir un muscle qui grossit un peu ou qui reste un peu plus défini. Donc tu peux dire, évidemment, je vois un peu plus mes abdos, pour ceux qui n'ont pas trop de masse grasse par-dessus. Et ça pourrait faire la distinction entre, c'est parce que j'ai fait mes abdos que j'ai moins de graisse. Mais non, c'est totalement faux. Purée, j'en tombe de ma chaise. Non mais pour le coup, ça, je pensais que... Alors, je me suis dit, je pense pas à 100%, mais je pense quand même que... Ouais, non, malheureusement pas. La seule chose qui va te faire perdre de la graisse, c'est d'être en déficit calorique. Donc de brûler plus d'énergie que ce que tu en as réellement besoin. Donc manger moins ou dépenser plus que ton métabolisme de maintien. Et du coup, ça se fait simplement en faisant plus d'activité physique ou en mangeant moins en termes d'énergie. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais concrètement, le calcul il se résume comme ça. Et du coup, si tu es en déficit calorique sur ta journée ou sur ta semaine plutôt, tu vas avoir tendance à perdre du poids. Idéalement, si tu fais du renforcement, tu as envie que ce soit de la masse grasse. Ouais, mais tu peux pas choisir où, malheureusement. On a dit qu'on allait... Enfin, j'ai dit que je voulais faire un format un peu court et comme ça, mais en fait, c'est très bien parce que... Non, mais en fait... Non, pas que tu racontes, c'est que moi qui ai envie encore plus de parler de ça, mais en fait, je me dis... Le but aussi, encore une fois, du podcast, c'est de mettre des gens en avant, des gens de la région chez qui vous pouvez vous tourner. Donc, si vous voulez la suite de quoi, comment, prenez rendez-vous. Voilà. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, en plus, c'était vraiment ça le but à la base de mon podcast aussi. 3e cliché, si tu fais de la musculation, genre tu vas vraiment avec des poids et tout ça, tu vas forcément prendre en masse et avoir de gros muscles. Tu vas devenir trop musclé. Ouais, exactement, tu vas devenir trop musclé. La phrase parallèle, c'est « j'ai peur de devenir trop musclé », en gros. Ouais, exactement. Ça, on entend souvent chez les hommes comme chez les femmes, principalement les femmes. Oui, j'allais dire. Et du coup, j'ai peur de devenir trop musclé, c'est comme te dire tu conduis tous les jours pour aller à la Poste, à la Migros en vacances. J'ai peur de dépasser Charles Leclerc ou Verstappen sur la route. En gros, c'est ça. Clairement moi. De devenir trop musclé, c'est un travail, c'est un métier. Il faut vraiment avoir ça comme objectif et créer l'environnement autour de ça au niveau sommeil, donc récupération, alimentation et sportif pour devenir très musclé. Donc le meilleur des cas, tu deviens juste plus en forme, tu as moins mal et tu vis plus longtemps si tu te muscles. Ça se voit qu'il fait des vidéos, d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir son compte. Enfin, de toute façon je mettrai tout, tu seras tagué dans tout, mais c'est trop bien parce que tu as les réponses claires, précises. J'essaie d'être concis, mais après s'il manque des choses, tu me dis, tu me corriges. Non mais c'est trop bien. Merci beaucoup. Je sens que ça va être très très bien cet épisode. 4, on peut... Alors voilà, ça revient un peu à ce qu'on disait. On peut cibler la perte de graisse à un endroit précis. Moi, pendant longtemps, j'aimais pas du tout mes cuisses et je voulais absolument perdre de la graisse sur mes cuisses ou muscler comme toute fille, peut-être pas toute fille, mais beaucoup en tout cas en ce moment, les fessiers ou comme ça. Est-ce que tu peux cibler en termes de musculation ou de perte de graisse quelque chose? Ouais, c'est 2 processus totalement distingués. Il y a la perte de masse grasse, on l'a dit avant, ça on peut pas choisir, et il y a le renforcement musculaire. Puis ça, effectivement, c'est propre à quel muscle on travaille. Donc du coup, si tu veux avoir une zone plus apparente, tu as parlé des fessiers par exemple, si tu veux avoir un fessier plus galbé, tu vas devoir renforcer ton fessier. Par contre, tu perdras pas de la masse grasse au niveau du fessier spécifiquement. Donc il faut avoir le processus en tête de perte de masse grasse et le processus en tête de renforcement musculaire. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, si par exemple tu vas à la salle et puis tu te dis « Ah, moi je vais faire que des squats et des choses comme ça », bah, ça va te permettre de muscler, mais tu vas pas perdre.
tu devrais faire d'autres exercices comme, je sais pas, du cardio ou d'autres choses, en fait. Alors, c'est complémentaire, mais c'est de nouveau, on en revient, si on dézoome, au déficit calorique. C'est si tu as un déficit calorique, si tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids, idéalement de la masse grasse, si tu as fait bien les choses. Mais ça n'a rien à voir avec le renforcement musculaire, puis c'est deux process qui sont vraiment complémentaires. Donc, c'est assez fin. De savoir pourquoi ou comment, mais le résumé c'est ça. J'ai plein de questions, mais en fait j'ai plein de choses que l'on va pouvoir relayer dans le deuxième épisode. Un truc après tu pourras couper si ça fait trop long pour la réponse. J'ai souvent cette question, mais j'ai la peau qui pend là en dessous. Alors c'est pas nécessairement des personnes de notre âge, c'est souvent un peu plus avancé. J'ai la peau qui pend là en dessous, qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde se touche le bras là à ce moment de la vidéo. C'est clair, puis ça pend. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a de nouveau ce même processus. Est-ce que ce qui pend c'est de la peau ou c'est de la masse grasse? Si c'est de la masse grasse, on peut faire quelque chose, pas ciblé, mais d'une manière générale. Si tu n'as pas nécessairement la musculature qui fait que ton bras est tonique, tu peux faire aussi. Ça demande du travail et un effort, d'autant plus pour les femmes, parce qu'il y a environ 10-20 fois moins de testostérone chez la femme, donc c'est plus difficile de construire de la masse musculaire. Et ensuite, si c'est de la peau, malheureusement, sans chirurgie, on peut rien faire. Donc ça, c'est quelque chose, si la peau, elle pond ici, parce qu'on a été avec une masse adipeuse plus conséquente avant, qu'on a perdu du poids ou qu'on est âgé, puis que du coup, il y a la peau qui pend un peu plus, ça, on pourra pas changer. Donc tu peux pas quand même muscler pour que ça soit... Enfin, il y a quand même une limite. Disons que si tu veux imaginer combler tout le volume que ta peau est là, en plus par ton muscle, dans la théorie c'est possible, mais de nouveau en général c'est que c'est vraiment compliqué à avoir un muscle si gros qui permet de faire ça. Des fois on a l'impression que le sport... que c'est assez facile à cibler et puis à se dire ok je veux exactement ce type de physique donc je vais prendre exactement ces exercices, mais en fait comme tu dis il y a tellement de choses qui rentrent en compte, l'alimentation, la récupération, toutes ces choses. Sans prendre peur non plus, parce que c'est très paradoxal, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à mettre en place, mais les processus, donc les systèmes qu'on doit utiliser pour le faire sont extrêmement simples, donc il faut vraiment se concentrer sur ces systèmes pour dire qu'est-ce que je veux et je me concentre là-dessus plutôt que de se prendre la tête avec les détails, dans un premier temps en tout cas. On verra au deuxième épisode où des fois quand tu t'intéresses après tout est beaucoup plus clair, mais je trouve que ça demande beaucoup de connaissances. Et puis quand tu connais, tu peux relier absolument tout, mais des fois il y a tellement d'infos qu'on est un petit peu on en apprend tous les perdu. jours, nous aussi, et on adore collaborer avec les physios pour ça, parce qu'en tant que coach, on a nos connaissances, on a nos limites aussi, même au niveau de l'alimentation, donc on n'hésite pas à dire écoute ça je sais pas, il faut aller voir tel et tel, et du coup ça permet aussi nous d'avoir un peu plus de connaissances. Mais c'est vrai que c'est très pratique parce qu'il y a aussi des psychologues du sport, il me semble, chez vous. Psychologue du sport, préparatrice mentale, masseur, il y a une diététicienne actuellement. Donc on essaie de collaborer avec les différents métiers qui permettent de mettre en avant la santé. Je recommande vivement cet endroit. Tiens, on parle d'alimentation. 6e, les compléments alimentaires sont indispensables. Ça, c'est une question que j'ai. Parce que j'ai un truc de collagène et j'en ai même perdu le nom, des protéines. Là, elles ne bougent pas tellement. Et à chaque fois, j'ai un moment d'élan de me dire non, mais vraiment, c'est indispensable, il faut. Puis des fois, je suis là. Donc. C'est un grand sujet aujourd'hui, aussi, notamment grâce à l'effort marketing que ces marques elles font pour pouvoir se vendre. Donc, il faut faire la part des choses. Avant ça, je pense que la réponse est dans le nom. C'est un complément ou supplément alimentaire. Ça dépend de quoi on parle. Donc, la base doit être d'abord ton alimentation. Est-ce que ton alimentation, elle est au top? Avant de te poser la question, qu'est-ce qui me manque? Si tu as des choses à mettre en place, évidemment, fais-le. En parallèle de ça, évidemment, certaines personnes, certaines populations, selon où on se trouve autour de la Terre par rapport justement à l'ensoleillement ou peu importe le type d'alimentation qu'on a, on va avoir certaines carences d'une manière générale dans certains minéraux ou vitamines. Et du coup, c'est de nouveau disclaimer, c'est pas mon métier, mais il y a certaines choses justement qui pourraient être bénéfiques pour nous si on mange pas assez, par exemple, de poissons gras ou des huiles, certains types d'huiles pour les oméga 3. Ça peut être intéressant si on n'en mange pas régulièrement d'avoir un supplément. Donc c'est-à-dire que moi qui mange pas beaucoup de viande parce que j'aime pas trop ça, c'est vrai que je me suis un peu dit il me faut plus de protéines. J'ai des compléments alimentaires, c'est des compléments alimentaires comme tu viens de dire, donc c'est pas juste ça qui va régler mon problème de... ça remplace pas les repas normaux, c'est quelque chose qui vient en plus. D'ailleurs les shakers qu'on prend après, c'est des protéines en général. On voit souvent les gars qui sont là avec leur shaker. J'essaie de faire bref, mais protéines en poudre, à la base, il y en a maintenant des végétaux, mais ça vient du lait. Donc c'est de la whey protéine. Il y a aussi de la caséine, c'est deux types d'acides aminés différents. Mais protéines en poudre, whey protéine, ça c'est vraiment filtré à la base du lait. Donc c'est de la protéine facilement assimilable par le corps qu'on peut prendre. Et il n'y a pas de différence, c'est pas quelque chose qui a été créé
par l'être humain, avec des petites potions magiques, ça fait pouf et il y a de la protéine. Non, c'est filtré, ça vient du lait, donc on est capable de l'assimiler. D'accord. Et puis, c'est pas dans les questions, mais ça m'intéresse là maintenant. Le collagène, du coup, pour les sportifs, on en pense quoi? Vraiment, alors là, c'est un bonus qui n'est pas du tout prévu dans mes questions. Comme d'habitude, je sais pas me tenir un script. C'est à ce que je sais actuellement, à ce que j'ai vu actuellement, il n'y a pas suffisamment d'études qui prouvent que c'est un réel plus d'en avoir. Mais c'est ce que je sais et volontiers j'entends les réponses dans les commentaires s'il y a quoi que ce soit d'autres comme études qui montrent, des études de sources fiables qui montrent, avec grand plaisir j'entends. Mais t'es la deuxième personne qui m'a dit ça parce que j'avais demandé un peu, j'avais fait une photo, j'avais dit qu'est-ce qu'on en pense, et il y avait c'est une femme qui m'a répondu puis qui m'a dit il y a encore pas assez d'analyse et puis d'expérience là-dessus. Mais les suppléments ou compléments qui sont vraiment prouvés et qui valent la peine d'être achetés, ils se comptent sur le doigt d'une main. Il y a la whey protein, il y a oméga 3, il y a vitamine D3. A priori, c'est ce que j'ai en tête. Et puis la créatine. C'est prouvé que ça a des très bons effets aussi. Ça sert à quoi ça? C'est aussi ma question. Créatine, ça a des preuves justement scientifiques que ça aide principalement pour la récupération, même au niveau du système nerveux, ça peut aider, aux concentrations, amélioration du sommeil. Du coup, comme tu as de meilleure récupération, tu as plus de force, des meilleurs entraînements, donc tu as des conséquences qui vont avec. C'est surtout pour des exercices de renforcement, moins pour des exercices d'endurance. Ça peut pas être délétère. Mais il y a à peu de choses près que des points positifs à en prendre pour les personnes qui ne font pas d'endurance prolongée. Parfait. Ça vaut la peine de se renseigner. Dans tous les cas, ça vaut la peine de se renseigner aussi avec son médecin, par exemple, avant de prendre quoi que ce soit. Donc, comme ça fait un petit disclaimer aussi. Oui, voilà, non, toujours, comme on dit, je pense qu'il ne faut pas suivre, même si c'est ce qu'on fait nous, du contenu sur Internet, mais essayer de rendre accessible à tous. Vous êtes tous différents, et puis il y a quand même des spéciales. J'en parlais avec une invitée, avec Gabrielle, avec qui on a fait le yoga fonctionnel et le reiki. Elle fait beaucoup de reiki, puis elle disait au bout d'un moment on peut faire avec l'énergie de ça, mais vous avez la main pétée, il faut aller chez le médecin et aller à l'hôpital, donc prendre tout avec pincette quand même. T'as raison là-dessus, c'est juste amener la curiosité. Faut être curieux, faut se poser la bonne question et à vous aussi essayer de challenger ce qu'on dit là, ce que je dis. En tout cas, moi je le reprends avec grand plaisir. S'il y a des commentaires qui disent l'inverse, j'écoute avec plaisir. À 7, plus on transpire, plus on brûle de calories. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup comme idée reçue. Je vais vite faire un sauna pour perdre 3-4 kilos pour aller à la plage, ce genre de choses. Quand on transpire, on perd de l'eau. Avec les minéraux qui peuvent aller avec, mais principalement on perd de l'eau. Et l'objectif de la transpiration, c'est de diminuer la chaleur corporelle. Donc c'est le seul objectif de la transpiration. Et du coup, en général, quand on fait du sport, on transpire. Donc on se dit, moi je fais du sport, je transpire, donc je perds du poids ou justement j'élimine ce qu'il faut éliminer. Mais en fin de compte, si tu perds 1 litre d'eau de transpiration et que tu rebois 1 litre derrière, tu es à l'état 0. Tu n'as pas perdu plus de graisse qu'avant. Donc ça mesure absolument pas à quel point tu perds de la graisse ou à quel point ton entraînement a été efficace. Je crois qu'il y avait aussi une amie à moi qui me disait, en fait, plus tu transpires, plus ton corps il s'habitue à transpirer. Puis je crois que tu peux augmenter, ta transpiration elle augmente, tu vois. Alors, je connais peu. Je pense que tu peux être plus efficace dans l'adaptation de ta température corporelle, donc dans l'élimination dans la transpiration. Mais c'est plus effectivement, tu peux pas te dire mon entraînement a été efficace pour la perte de gras parce que j'ai transpiré. Malheureusement pas. Sinon, donc voilà, tous ceux qui sont complètement en sueur, on peut juste se dire on est juste en sueur. Puis on y reviendra après, ça c'est un petit teasing aussi, mais on a tendance à plus transpirer quand on fait du cardio. Ça, c'est d'une manière naturelle, on produit plus de chaleur parce qu'on bouge un peu plus, on dépense plus de calories. Par contre, ça ne veut pas dire que l'entraînement est plus efficace. Donc on voit beaucoup d'entraînements HIIT, on voit beaucoup d'entraînements où on court dans tous les sens, des burpees. Est-ce que c'est plus efficace? Ça dépend de l'objectif, mais souvent la réponse c'est pas nécessairement. Tu vois, moi souvent je culpabilise parce que j'ai pas... alors je pense... J'ai un peu cette notion que plus tu transpires, non, c'est pas que tu as plus travaillé. Mais des fois, j'ai pas trop transpiré, puis je suis un peu en mode, pas si bien travaillé quand même. C'est clair. Mais T'as pas besoin de claquer au sol à la fin de ton entraînement pour dire yes, c'était un bon entraînement. Ça, je crois que ça, c'est dans la tête, qu'on doit encore un petit peu travailler quand même. Le sport, le matin, à jeun, est toujours meilleur. Allez, j'essaie de les éviter. Si j'en dis trop dans mes phrases, je me corrige. En général, les toujours, les jamais, j'essaie de les éviter. Il y a souvent majoritairement des exceptions. Je vais pas dire toujours des exceptions. Le sport à jeun le matin,
ce qui amène ça à dire que c'est meilleur pour la perte de gras, en l'occurrence c'est souvent pour ça que les gens le font, c'est qu'on se dit j'ai pas d'énergie que moi je viens d'ingurgiter qui est disponible directement, principalement par l'ingurgitation de type de sucre, et du coup je vais brûler dans mes graisses. Mais au final, le calcul reste le même, c'est est-ce que tu es en déficit calorique sur ta journée ou sur ta semaine qui va déterminer si tu perds du poids ou pas. Et surtout que d'être à jeun, peut-être qu'il y a des gens qui le supportent, mais moi j'ai l'impression que moi je crois que ça va. Mais ton corps, il réagit peut-être pas pareil. Enfin, j'ai l'impression que tu peux aussi être très faible et puis vite c'est tomber propre dans les à pommes. chacun, donc il y a ça. Il y a effectivement comment on se sent quand on est à jeun. Et surtout, l'effet inverse, c'est je suis à jeun, donc je fais un moins bon entraînement. Comme je fais un moins bon entraînement, j'aurai moins d'adaptation, donc l'entraînement est un peu moins efficace. Ça, c'est un peu l'école opposée, justement, qui a tendance à dire en fin de compte, tu as meilleur temps d'être en forme pour faire ton entraînement. Et puis ensuite le faire correctement. Oui, alors ça c'est le perpétuel. Chacun a son habitude, chacun a son rythme. Il y en a qui aiment s'entraîner le matin, d'autres pas. Mais si tu te forces à faire ton entraînement le matin à jeun exprès pour perdre du poids, peut-être ça fonctionne pour toi pendant un moment, mais si tu peux pas le garder pendant des mois à la longue, tu vas abandonner au bout d'un moment. Oui, ça va te démotiver. C'est ça. Je vois, j'ai plein de questions pour le deuxième épisode. Sans courbature, la séance ne sert à rien. Ça, c'est... Même moi, je n'y crois encore maintenant. Oui, moi ça va, je commence à m'en détacher un peu, mais c'est pas fou. Les courbatures, ça reste un sujet extrêmement complexe parce que encore, c'est pas très précis de savoir qu'est-ce qui provoque ce signal de douleur. Donc ça, c'est déjà, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas jamais encore été pointé du doigt exactement qu'est-ce qui provoque ça. Si on a des courbatures, ça veut dire qu'on a fait quelque chose d'inhabituel. Donc tu fais un entraînement que tu n'as jamais eu l'habitude, un nouvel exercice, un type d'intensité totalement différent. Si tu le fais suffisamment fort, tu auras des courbatures. Et du coup, tu as fait quelque chose de nouveau. Et ça ne veut pas dire nécessairement que c'était bien ou pas bien. Voilà. Mais c'est juste que tu es sorti, comme tu disais au début, de ta zone de T'es sorti de ta zone de confort, c'est clair. Après, ça ne veut pas dire que l'entraînement a été bon ou pas. Même à l'inverse, si tu as des courbatures qui durent plus que 2 jours, ça veut dire que tu as été un peu trop fort par rapport à ce qui était nécessaire pour l'adaptation. Oui, mais les courbatures, moi j'ai toujours l'impression que le lendemain j'ai un peu de courbatures, mais le surlendemain j'ai beaucoup plus de courbatures. Ça, je crois que ça a un lien, mais enfin, qu'il y a quelque chose qui est prouvé, que c'est pas tout de suite que ça amplifie après, mais je sais pas si tu sais quelque chose par rapport à ça. Ça vient avec un laps de temps de 24 à 48 heures. En anglais, c'est les DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, je crois. Et en gros, justement, tu as ce laps de temps avant lesquels les courbatures elles viennent. Le process exact, honnêtement, je le connais pas. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, volontiers. C'est intéressant. Ça. Et à partir de ce moment-là, c'est en général 2 jours max. Si c'est plus, c'est que c'était un peu intense. Ça, je pense que c'est important à dire parce que moi, j'adore avoir des courbatures parce que, en fait, complètement fucked up de ça. C'est que j'ai l'impression d'avoir bien travaillé, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire aux gens. Attention, parce que quand vous avez pendant 2-3 jours, 3-4 jours après courbature, c'est qu'en général vous avez un peu forté, et puis c'est quand même des petites lésions qu'on fait à notre muscle. C'est ça. Si on arrête le sport, donc tu fais beaucoup de sport, j'arrête le sport, tous tes muscles se transforment en graisse et tu ne deviens plus rien, tu as tout perdu. C'est clair, tu fais de la gonflette, donc de toute façon quand tu arrêtes, tu seras... Ouais, c'est ça, exactement. C'est, comme j'ai dit avant, 2 process qui sont totalement différents. Donc il n'y a pas de processus biologique qui permette de transformer directement de la graisse en muscle ou du muscle en graisse. C'est-à-dire que tu vas de toute façon devoir passer par différentes étapes pour pouvoir passer l'énergie d'un côté à l'autre. En plus de ça, disons plutôt pour résumer, ce qui se passe quand on arrête l'entraînement, si on est musclé et qu'on arrête l'entraînement, souvent, c'est on mange la même chose, on dépense un peu moins, donc on accumule la masse grasse. En parallèle, la masse musculaire qu'on avait construite avant, elle diminue, parce que du coup, on arrête de s'entraîner. Et même si le poids ne bouge pas, on a justement ce changement qu'on peut percevoir, muscle-graisse. Donc c'est plutôt pour ça que les gens font le raccourci, tu transformes ton muscle en graisse. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Si tu t'arrêtes de t'entraîner et que tu manges moins, tu n'as pas de raison de prendre de la masse grasse. Voilà, est-ce que ça nous rassure un peu. Est-ce que tu as un cliché que tu aimerais aborder, quelque chose qui vraiment, quand tu l'entends, ça peut être 1 ou 2, tu as vraiment les yeux en l'air, un peu genre « non, stop avec ce cliché ». Oui. Il y a déjà c'est trop tard pour commencer. Ça, c'est jamais trop tard pour commencer. Je l'ai entendu plusieurs fois avec des personnalités assez connues sur les réseaux si vous suivez, mais le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans ou 15 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, donc faut y aller. Trop bien. Deuxième chose, j'avais préparé, il y en a une qui me sort de la tête, mais... De toute façon, on va faire on a pas mal d'idées de contenu, vu qu'il crée du contenu aussi, on va faire plein de petits... c'est bien, comme ça dit, allez voir nos réseaux pour voir ce qu'on... Non, et puis deuxième chose,
J'ose regarder les notes? Bien sûr. Ouais. Oui, je peux mettre un petit... Ah bah regardez, je peux faire une petite pub. Il y a toujours un code promo sur Mono. D'ailleurs, c'est vrai, il y a moins 15% sur votre première commande. C'est la première fois que je peux dire ça, j'ai vraiment l'impression d'être une influenceuse, c'est super. Non, c'est des produits que j'aime vraiment. Et moins 15% sur la première commande jusqu'à septembre. Et vu que cet épisode va sortir avant fin septembre, et ben ça sera très bien. Et c'est ma petite pause hydratation break, comme à la Coupe du Monde. C'est magnifique. La pause hydratation de la Coupe du Monde est terminée. C'est fait, bon, j'ai retrouvé. Malheureusement, j'ai pas de pub sponsorisée où je me fais de l'argent comme à cette Coupe du Monde, mais peut-être un jour vous aurez une pub sponsor. Donc... ça viendra plus tard. Non, ce que j'avais noté, c'est en tout cas pour moi, ça me concerne personnellement avec mes suivis, c'est je me remets vite en forme et après je viens te voir. En gros, ça veut dire je vais vite nettoyer la maison avant que la femme de ménage elle vienne, tu vois. Ah purée. Donc ça, c'est un truc qui a tendance à... Bah, je me dis oui et après c'est tout plein de process. Forcément, si la personne est capable de le faire seule, ça je suis hyper content. Je l'encourage même à commencer le process seul, mais souvent c'est malheureusement pas le cas. Mais ils veulent être au top, enfin déjà un peu au maximum pour pouvoir encore plus pousser après. Alors qu'il n'y a pas de niveau pour commencer a priori. Puis un autre truc que j'ai en tête aussi, c'est, peut-être tu l'as déjà entendu, mais je sais pas, concerne pas que le sport, c'est t'as de la chance. Certaines fois ça peut arriver. T'as de la chance génétiquement ou comme ça. T'as de la chance, t'es en bonne santé, enfin bonne santé ça c'est autre chose, mais t'as de la chance, t'as pas de douleur, t'as de la chance, t'es musclé, t'as de la chance, t'arrives à t'entraîner tous les matins. Ou t'es motivé tout le temps, ou le sport c'est ton truc, ce genre de choses. Le t'as de la chance, ben pour moi il vaut pas grand chose parce qu'en fin de compte c'est du travail. Motivé, je le suis comme ceux qui nous écoutent probablement. La majorité des cas quand je vais m'entraîner, je suis pas forcément motivé. Après on parlait du coup avec l'épisode d'avant que vous aurez vu avec Mathilde. Et c'est un sujet que j'aimerais bien parler, mais d'ailleurs on pourrait se faire une petite table ronde sur ce sujet. Elle disait, donc je vais pas faire ça trop long, mais on a tous eu peut-être une enfance où on n'a pas eu de sport à la maison, ou tu sais, ta relation, j'aimerais faire un épisode sur comment est-ce que le sport est rentré dans ta vie et quelle chance t'as eu, parce que peut-être que tu venais pas d'un endroit où le sport c'était important, peut-être que t'avais pas accès à des choses, que ça soit parce que financièrement ou comme ça, et comment est-ce que ça, après, ça te suit dans ta vie en fait. Ça a un énorme impact, énorme impact. Ouais, il y a l'aspect localité, où est-ce que t'es né. Quand je dis j'ai de la chance, ça dépend de qui je l'entends. C'est clair que si je l'entends de l'autre côté du monde avec des personnes défavorisées, c'est pas la même chose que si c'est des personnes que je côtoie ici. Oui, bien sûr. Donc effectivement, où t'es né, l'éducation que t'as eue, ça a un impact énorme aussi. Donc comme tu dis, au sport. La transmission que t'as eue vis-à-vis du sport ou de la nutrition ou de la santé. Donc ça c'est une chance parce que t'as été posé là et c'est pas toi qui as choisi. Par contre, ce que t'en fais, c'est là où il n'y a pas vraiment de chance qui vient. Eh ben c'est parfait, je vais t'inviter à cette petite table ronde. Ça fait longtemps que je veux faire un épisode où on serait 3. En l'occurrence, pas sur ce canapé parce que ça va être un petit peu petit. Mais c'est un prochain épisode, ça fait un moment que j'avais envie de toucher des sujets un peu plus, c'est pas touchy, mais un peu plus profonds et où on se lance dans des débats. Bon, en l'occurrence, on sera tous d'accord. Pour autant que je puisse apporter quelque chose avec plaisir. Bien sûr. Là, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tu peux me dire où on te retrouve? Sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je te laisse donner comme ça si vous êtes en train de conduire et en train d'écouter, ou à la salle de sport, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à la salle de sport. Cool. Sur Instagram, c'est... Instagram, le compte CST+, c.s.t.+. Il y a mon compte perso aussi, Alexpert Coach. Et du coup, j'essaie de fournir un maximum d'infos là-dessus aussi. Le site internet cstplus.ch. Et puis, on essaie de mettre en avant justement l'accompagnement pour la reprise de l'activité physique. Donc, pour toutes les personnes qui sont capables de le faire seules, mais qui ont des questions, moi je suis volontiers là pour y répondre. Pour les autres qui ont besoin d'un petit coup de main, on peut volontiers aussi accompagner, donner des tips. On a mis, tu le mettras éventuellement en description, on a mis en place une petite fiche que je vais donner justement pour les 10 différents tips qui peuvent être utiles lorsqu'on reprend l'activité physique. Donc, si ça te concerne et que ça t'est utile, avec plaisir, serre-toi et partage-le autour de toi. Mais merci en tout cas merci déjà de ton temps, d'être venu. C'est un moment qu'on voulait faire cet épisode. Et vraiment, je trouve que t'es une encyclopédie. Il y a tellement de choses que tu sais, tu t'exprimes bien. Et non, franchement. C'est contradictoire. Moi, j'ai l'impression que plus je sais, moins je sais. Et que là, je sais plus rien du tout. Donc, mais vraiment, allez vraiment voir tous ces reels. Moi, j'adore les regarder. J'apprends plein de choses. Et c'est tout ce qu'on a envie qui peut être négatif. Parce que des fois, on consomme beaucoup. Mais là, c'est vraiment clair, précis, rapide. Et puis, t'as l'impression de t'endormir moins bête. Faut que j'ajoute du fun. Non, tu fais déjà trop de fun.
Ouais, je l'adore. En plus, lui, il est trop drôle et il fait plein de trucs trop marrants. Enfin, moi, j'adore. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, en tout cas, pour Mais voilà. Et donc, je vous invite à aller justement voir sa page, suivre, donner de la force, comme d'habitude, aux gens qui sont là, qui essayent de nous aider en Suisse et dans notre région. Et puis, si vous voulez aussi m'aider, vous pouvez ajouter un abonnement à la chaîne YouTube, au podcast, partager. Pour moi, c'est génial d'avoir des followers. C'est sûr que ça nous aide pour le sponsoring et se faire connaître, de la visibilité. Mais pour moi, le plus important, j'aimerais voir plus de partage que vous envoyez à des gens avec qui vous faites du sport ou avec qui vous avez lancé dans une activité. Et voilà pour cet épisode. Si tu as écouté cet épisode et que tu en es là, vraiment partage-le parce que franchement ça coûte rien et ça aide à mort. Julie, ce qu'elle fait c'est au top, donc franchement fais-le, ça coûte rien, 2 secondes, allez. je me cache. Moi je vais juste dire que je vous invite à écouter le prochain épisode qui sera par où commencer quand tu débutes le sport ou que tu veux te remettre au sport. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, que tu as bien écouté, que tu nous as bien regardé gesticuler et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao! À plus.